Une fois que vous avez votre compte, ok, ici, on commence d'ici, comme Madame Slimani vous a expliqué, vous avez euh, deux manières d'envoyer des messages. Si vous avez des questions sur le produit, par exemple, ou c'est sur des fonctionnalités que vous voyez aujourd'hui, ou sur l'utilisation comme chercheur d'Authenticate ou de votre compte, je vous prie d'écrire vos questions sur la boîte Q&A, questions et réponses, ok? Parce que c'est ça la manière plus facile pour moi de lire, et pour Madame Slimani et Madame Nasser, de lire vos questions. Si vous avez des commentaires et vous voulez interagir avec vos collègues, vous avez la boîte message, chat, où vous pouvez alors parler avec vos collègues. Mais si vous avez des questions pour nous, utilisez la Q&A, questions et réponses, parce que ça, c'est beaucoup plus facile et vos questions ne seront pas perdues entre les autres commentaires qu'on peut mettre dans la chat. D'accord? OK. J'ai déjà expliqué ce que je fais. Moi, je suis formatrice, mais j'ai aussi travaillé euh, avec des universités comme chercheur moi-même il y a quelques années, ainsi que j'espère d'avoir toutes les réponses sur Authenticate et en général sur ce qu'on peut faire avec le système comme chercheur. Mais si vous avez des questions et je n'ai pas la réponse, je vais la trouver et je vais parler avec mes collègues et l'envoyer à l'IMIST pour la partager avec vous. OK? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement de voir comment un compte Authenticate marche et comment on peut déposer des documents, comment on peut créer des dossiers pour organiser vos contenus. OK? On va analyser le rapport de similarité aussi. On va voir les taux de similarité, c'est que ces taux peuvent vous dire, par exemple, quand ils sont, par exemple, très large. Quand on parle d'un taux, par exemple, de 2%, on va analyser tout dans le détail. OK? Et après, on aura le temps de répondre à vos questions, les questions qu'on va trouver sur la question et réponse. Si vous ne connaissez pas Authenticate, c'est un système qui a été créé par aider les éditeurs et les chercheurs à créer des contenus originels. Ce que le système fait, c'est de comparer vos documents avec une base de données qui est très large. Et après cette comparaison, on va recevoir un taux de similarité, mais aussi une liste des sources qui ont été identifiées au-dedans de la base de données. Et vous avez aussi l'opportunité d'exclure, par exemple, des sources au-dedans du rapport, ainsi que si le taux de similarité, par exemple, au début était très haut parce qu'on avait considéré, par exemple, les sources que vous aviez citées, par exemple, dans vos citations, il sera possible d'exclure ces citations et d'avoir un taux de similarité qui est beaucoup plus fiable et plus réaliste aussi. OK? Ainsi qu'on ne parle pas d'un système qui est ici, qui a été créé pour pénaliser les chercheurs, c'est pour vous aider à créer des contenus originels et pour vous aider à peut-être éditer un peu vos documents. Si vous avez, par exemple, oublié les guillemets pour citer. Par exemple, si vous êtes un étudiant de doctorat qui a juste commencé à écrire des articles de recherche, tout ça peut vous aider à améliorer votre manière d'écrire avec intégrité. OK? Et bien sûr, une fois que vous avez modifié et édité correctement vos documents, vos articles, vous allez bien sûr protéger la réputation de votre institution, mais la vôtre aussi, parce que vous savez que vous avez écrit quelque chose d'original, pardon, et il n'y aura pas des doutes par la part de l'éditeur sur vos textes. Vous pouvez aussi travailler avec vos collègues parce qu'il est possible de partager, par exemple, vos dossiers et tous les documents qui ont été euh, déposés au-dedans avec vos collègues. Seulement les collègues, bien sûr, qui ont accès à Authenticate, mais ça c'est possible. Et comme je dis, de vérifier en temps réel tous les résultats qui ont été, bien sûr, identifiés sous le rapport, de modifier ce que
vous n'avez pas fait trop bien. Par exemple, comme j'ai dit, vous avez oublié des guillemets ou vous devez ajouter une section, etc. Tout ça, une fois que vous avez un rapport et votre document au-dedans du rapport, c'est beaucoup plus facile que seulement utiliser un PDF, par exemple. OK? Alors, comme fonctionne le logiciel? OK? Comme j'ai expliqué au début, moi, je vais me répéter un peu parce que je sais qu'il y a des participants qui arrivent peut-être après du début de la session. Alors, quand on peut accéder à Authenticate. Comme on a dit, on accède seulement si vous êtes dans la liste institutionnelle qui a été envoyée à l'IMIST. OK? Si vous êtes dans cette liste, attendez de recevoir un courriel de bienvenue. OK? Dans ce courriel de bienvenue, il y aura un bouton que vous pouvez utiliser pour créer votre mot de passe et accéder à un compte qui, plus ou moins, sera comme ça. OK? Euh, N'allez pas sur authenticate.com et n'essayez pas de créer un compte d'ici directement parce que ça va vous demander de payer pour les crédits que vous utilisez. OK? Si vous voulez utiliser les crédits institutionnels, qui bien sûr seront euh, euh, gratuits pour vous, attendez de recevoir ce courriel de bienvenue. D'accord? OK? Une fois que vous ouvrez votre compte parce que vous avez créé votre mot de passe, vous allez voir cet écran, OK, ou ce type d'écran. OK, vous pouvez changer la langue, vous pouvez mettre la langue française, la langue anglaise, l'arabe aussi. Euh, Dans ce cas, on avait mis la langue française, mais quelque chose n'a pas fonctionné correctement et on a des choses en français, on a des choses en anglais, pardon, pour ça, mais je vais vous expliquer tout euh, 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 dans le détail. OK? OK. Ici, à gauche, vous pouvez voir qu'il y a une section qui s'appelle My Folders. Ça veut dire mes dossiers, OK? Comme vous voyez ici. Euh, et si vous voulez, vous pouvez aussi créer d'autres groupes de dossiers, OK? Si mes dossiers, par exemple, est un groupe qui peut être le nom de votre journal scientifique, au-dedans, vous pouvez créer un sous-dossier où vous pouvez alors commencer à déposer vos documents. Ce sous-dossier, il pourrait être l'édition de votre journal, il pourrait être le nom du chercheur qui a envoyer les documents, etc. Vous pouvez organiser les contenus comme vous voulez. D'accord? Il y a aussi la corbeille si vous voulez éliminer vos documents de la liste de mes dossiers ou d'un autre dossier que vous avez créé. Ça, c'est toujours possible. Si vous ne videz pas la corbeille, tous les documents resteront au-dedans et vous pouvez toujours les restaurer au-dedans d'un dossier. Si vous videz la corbeille, les documents qui étaient au-dedans de la corbeille disparaîtront du système et il ne sera pas possible pour nous comme Authenticate de récupérer ces documents. D'accord? Alors, videz la corbeille seulement si vous savez que les documents ne sont pas nécessaires. OK? Ou le rapport avec ces documents ne sont plus nécessaires. Au centre de l'écran, si vous ouvrez un de ces groupes de dossiers à gauche, OK, vous allez voir ici le groupe des documents. Et si vous voulez, si vous avez créé, pardon, un sous-dossier, par exemple, au-dedans de mes dossiers, il y a un sous-dossier qui s'appelle Mes documents. Vous pouvez commencer à déposer. OK? Avant de commencer de faire ça, OK, je vous montre où vous pouvez créer des autres groupes, des dossiers et des dossiers. OK? Ici, tout à bas, à droite, vous avez la section New Folder, nouveau dossier. Pardon, oui, nouveau dossier. Alors, on a l'opportunité de créer un nouveau dossier au-dedans d'un groupe qui existe déjà. Par exemple, dans ces cas, on a seulement un groupe qui s'appelle Mes dossiers et vous pouvez créer un sous-dossier au-dedans d'ici. Sans les sous-dossiers, vous n'avez pas l'opportunité de commencer à déposer, ainsi qu'on doit créer un groupe et après un sous-dossier au-dedans de ces groupes. OK? Comme je vous ai dit, on peut dire que le groupe des dossiers est, par exemple,
votre journal et les sous-dossiers sont les éditions du journal, les noms des chercheurs, etc. OK? Euh, pour créer un nouveau groupe, c'est très facile. Vous cliquez sur Nouveau groupe de dossiers. OK? Vous lui donnez un nom et ça va alors créer une section comme mes dossiers, comme mes dossiers. Et après, au-dedans, vous pouvez créer le nouveau dossier. D'accord? Une fois que vous l'avez, vous pouvez commencer à déposer un document. Moi, je ne vais pas déposer de document ici parce que ça, c'est un compte institutionnel, OK, pour votre institution. Je vais déposer des documents de mon compte, mais ici, je vous montre seulement quels sont les paramètres que vous pouvez modifier et ce que vous pouvez faire avec vos dossiers. Alors, ici à droite, vous avez l'option de Submit a document, que c'est déposer un document. OK? Alors, sous cet titre, déposer un document, vous avez le numéro de document restant pour l'entière institution. Ça veut dire que vous n'avez pas individuellement 9 913 documents restants. OK? Ça, c'est le total pour l'entière institution. Il n'y a pas l'opportunité, malheureusement, de voir les documents restants pour chaque individu. Pour ces raisons-là, euh, ça, c'est la raison pour laquelle Madame Slimani vous a dit d'être un peu, euh, d'utiliser le système seulement pour les documents qui vous servent pour votre travail ou pour votre publication, etc. OK? De ne pas l'utiliser avec d'autres collègues qui n'ont pas accès à Authenticate ou des collègues qui, par exemple, ne travaillent pas pour votre institution parce que les documents que vous utilisez seront des documents institutionnels. OK? Et vous allez utiliser des crédits qui pourraient être utilisés par d'autres collègues et d'une manière légitime au-dedans de votre institution. D'accord? Alors, une fois que vous avez accédé, bien sûr, à cette section ici, vous avez quatre options. Upload a file, déposer un document, déposer un zip file, copier-coller et comparaison doc-to-doc. OK? Quelle est la différence entre ces quatre? Alors, il y a des différences qui sont très faciles à deviner. OK? Upload a file, déposer un document. Si je clique ici, j'ai l'opportunité de choisir de mon ordinateur, par exemple. Si je regarde ici tout à gauche, j'ai l'opportunité de choisir un fichier et après bien sûr de le déposer. Alors, mais si on commence par ordre ici à droite, vous voyez que le système répète déposer un document et toutes les options que vous avez, mais aussi le système vous donne l'opportunité de vérifier les requisites pour ces fichiers, OK? Ainsi que la taille pour ce qui concerne les maximums, la taille de fichier, par exemple, que vous ne pouvez pas, euh, que vous ne pouvez pas incrémenter, OK? C'est par exemple 100 mégabytes, c'est le maximum. Le maximum de pages, c'est 800 pages. Il y a un minimum de mots que vous devez inclure dans le document pour avoir un rapport de similarité. Ça, c'est 20 mots. Euh, Ça vous dit aussi ce que vous devez inclure si vous avez, par exemple, un zip file et tous les types de fichiers supportés ou acceptés pour la création d'un rapport de similarité. Vous les avez ici, OK? Cette liste ici. Moi, je vais la mettre un peu plus grande, ainsi que vous pouvez la voir un peu mieux, OK? Comme ça. Mais ces types de fichiers, bien sûr, si vous, par exemple, ne rappelez pas quelle est la liste, vous pouvez toujours trouver ce type d'informations sur le site aussi, dans nos guides. OK? Alors, une fois que vous avez vérifié et confirmé que votre fichier correspond à ces requisites, vous pouvez alors commencer ici à gauche à décider si, par exemple, vous voulez que ce document soit déposé sur mes dossiers ou sur un autre groupe de dossiers, par exemple, ici. Vous pouvez mettre le nom et prénom de l'auteur. Par exemple, si vous avez reçu pour votre journal scientifique, vous avez reçu un article par email.
Et bien sûr, pour différencier les auteurs, une fois que vous recevez, par exemple, plusieurs documents pour votre journal, vous pouvez mettre le nom et prénom de l'auteur ici, le titre du document. Si vous avez créé, pardon, l'administrateur a créé un groupe statistique pour un nombre de chercheurs, vous pouvez le retrouver ici. OK? Et après, vous déposez un document et une fois que, pardon, vous choisissez un document et après, vous le déposez en cliquant sur Upload qui s'est déposé. D'accord? Une fois que vous le faites, le document apparaîtra au-dedans de votre dossier. OK? Je vais vous montrer comme ça apparaît une fois que je vais dans mon compte. OK? Ici, c'est seulement pour vous montrer les paramètres en général. OK? Et les différences entre les types différents de déposition. OK? Une fois que vous avez déposé un document, vous pouvez déposer un fichier zip. OK? Le fichier zip, ça vous donne encore une fois toutes les réquisites pour les fichiers et pour les fichiers zip en général. OK? Le système, ce que Authenticate va faire ici à gauche. OK? Le système va, si vous avez par exemple euh, 10 documents au-dedans du zip file, OK? Le système va vous séparer chaque document. OK? Et vous est créé pour vous, pardon, un rapport pour chaque document. Mais malheureusement, la seule chose que le système ne fait pas automatiquement, c'est de vous donner l'opportunité d'écrire les noms et prénoms de chaque auteur pour chaque document directement d'ici au début du procès. OK. Ici, vous déposez un fichier zip et une fois que vous retournez sur votre dossier, le système aura séparé chaque document et aura bien sûr produit un rapport de similarité avec le taux de similarité pour chaque document euh, individuellement. Mais si vous voulez, par exemple, euh, changer le nom et prénom de l'auteur, il sera possible du dedans du dossier. D'accord? Je vais vous montrer ça une fois que je retourne sur mon compte. Alors, vous avez la troisième option que c'est Cut and Paste, copier-coller. Vous pouvez décider de prendre un texte, par exemple, de copier-coller le texte directement dans document Word, par exemple, et mettre le texte ici, dans cette boîte. Le maximum que vous pouvez coller ici, c'est 900 000 caractères. OK? Si vous mettez plus de 9100 caractères, bien sûr, euh, par exemple, 900 001, à partir de 900 001, le système n'acceptera plus des mots ou des phrases additionnelles, d'accord? Ainsi que veuillez vérifier le nombre de caractères et voir si tous les caractères sont ici. OK? Vous pouvez voir ici qu'on n'a pas de réquisites pour les fichiers parce que on a seulement l'opportunité de copier-coller ces maximum de caractères. Et une fois que vous déposez, encore une fois, au-dedans du dossier, pardon, vous allez voir le rapport de similarité. Alors, pour ce qui concerne déposer un document, zip file et copier-coller, le système va comparer tout ce que vous déposez avec la base de données d'Authenticate, la base de données entière d'Authenticate. Si vous décidez de travailler avec Doc2Doc, OK, ici, ça est un peu différent parce qu'avec Doc2Doc, la comparaison Doc2Doc, vous avez l'opportunité de déposer un document principal, un document que, par exemple, vous avez juste reçu, un article de recherche, par exemple, et de déposer un maximum de 10 documents additionnels pour voir si, par exemple, il y a des comparaisons entre le document principal et ces 10 documents. Pourquoi faire ça? Par exemple, si vous avez reçu un article de recherche et ça vous semble que cet article ressemble un peu quelque chose que vous avez déjà lu, un article qui existe déjà. Alors, si vous avez, par exemple, ces documents que vous pensez sont similaires à cet article,
vous pouvez les ajouter comme documents de comparaison. Et le document principal sera bien sûr le document que vous avez reçu et qui vous a donné des doutes. Et une fois que vous déposez ce document principal et un maximum de 5 documents, pas 10, pardon, 5 documents euh, additionnels, vous allez trouver un taux de similarité qui correspond seulement à la comparaison entre ces documents principaux et ces 5 qui ont été déposés ici. Ça, c'est la différence principale entre les premières 3 options de déposition et la quatrième. Les premières 3, on peut comparer votre document ou vos documents si vous avez un zip file avec l'entière base de données d'Authenticate. Avec Doc2Doc, seulement une comparaison entre un document principal et un maximum de 5. OK? Une fois que vous créez des dossiers, vous avez l'opportunité de changer des paramètres. Par exemple, si vous voulez exclure certaines sections de la comparaison, vous pouvez faire ça avec les paramètres ici. Il vous apparaît comme settings. OK? Alors, par exemple, vous voyez ici qu'on a des paramètres généraux, par exemple, euh, le nom de votre dossier que vous pouvez changer quand vous voulez, si vous en avez besoin. Vous pouvez exclure les citations entre guillemets, par exemple. Vous pouvez les exclure d'ici et le système va ignorer tout ce qui a été inclus entre guillemets, par exemple, de la comparaison, de la création du taux de similarité. Vous pouvez exclure la bibliographie si vous voulez. Par exemple, si vous savez que pour un certain champ de recherche, on utilise toujours une liste d'auteurs qu'on doit citer très souvent. On peut exclure la bibliographie d'ici et ça va bien sûr l'ignorer une fois que la comparaison commence. Vous pouvez exclure aussi des phrases de petites sources OK, de la comparaison. Les phrases ici, OK, si vous excluez des phrases, cette liste de phrases peut être créée par vous. Ici, tout à note, à droite, la troisième option, c'est phrase exclusions, exclusion de phrases. Si vous cliquez là, vous pouvez créer des phrases que vous voulez exclure. Par exemple, si vous savez que euh, pour cet article que vous écrivez, vous allez répéter une certaine description d'une théorie, par exemple, vous pouvez ajouter cette théorie ici, OK? Parce que vous savez, par exemple, qu'on doit la citer, on doit l'inclure toujours comme l'original. Vous pouvez la mettre ici. Et une fois que vous choisissez euh, exclure phrase, exclusion de phrase, pardon, le système va ignorer ces phrases directement, OK, sans calculer un taux de similarité avec ces phrases. Euh, oui, Pamela, s'il vous plaît, tant oui, que vous êtes sur l'exclusion des citations, mhm, il y a plusieurs questions sur sur ce OK, point. OK, Oui, il y a des participants, pardon, qui disent qu'ils ont, pendant le rapport, le rapport a identifié comme plagiat les cotations. Est-ce que ça veut dire que même si on les met entre les signes de cotation, le système va les détecter et ils ne seront exclus que si ce filtre est appliqué, ou bien si les citations sont mises entre les signes de cotation, ils doivent être automatiquement, ne doivent pas être considérés comme plagiat. OK. Ça Merci. c'est la première question. La deuxième question, nous, on recommande que toutes ces exclusions ne doivent pas être appliquées par quelqu'un qui va soumettre son document pour analyse pour une revue. Est-ce que vous confirmez ça? Et si on veut le faire, on veut soumettre un document, est-ce qu'on doit, par exemple, vous venez de dire l'exclusion de phrases, est-ce qu'on doit Mhm. mentionner qu'on a utilisé des phrases de langage commun ou bien des lois pour elles seront prises en considération ou pas, ou c'est celui qui vérifie, qui va le faire automatiquement et qui sait déjà ces règles.
OK, merci. Merci. OK. Si on commence avec l'exclusion des citations, alors, en premier, c'est bien que vous avez mentionné le mot plagiat parce que le système n'identifie pas du plagiat, OK? Et le système identifie des similarités entre votre texte et la base de données. Pour ce qui concerne le rapport de similarité, nous, comme groupe d'Authenticate, nous pouvons vous dire que le système ne peut pas identifier du plagiat et le système identifie des similarités entre votre texte et la base de données. Mais alors, si on va à considérer vos questions, alors, c'est que le système vous dit est que oui, si vous avez bien sûr des phrases ou des expressions, etc., que vous avez citées entre guillemets, si vous n'excluez pas les citations avec cette option ici, le système va les surligner. Oui, ça c'est toujours le cas. Vous devez toujours manuellement exclure les citations d'ici, OK? Sinon, le système va toujours les surligner. Pas vous dire qu'il y a du plagiat, parce que un système, un logiciel ne peut pas vous dire ça, parce que ça, c'est un jugement qui doit être fait par des experts, OK? Tout à fait. Mais vous pouvez les exclure et vous devez les exclure d'ici si vous voulez que le taux de similarité se réduise. D'accord? Ça, c'est toujours nécessaire. Si vous décidez, par exemple, de n'exclure pas au niveau du dossier, vous pouvez toujours appliquer l'exclusion des citations du taux de similarité au-dedans du rapport. OK? Ainsi que si vous, par exemple, recevez de feedback je sais pas, si vous avez envoyé un article de recherche à un journal, OK? Et l'éditeur vous dit, ah non, 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 je crois que vous avez plagié parce qu'il y a un pourcentage très large de similarité. Vous pouvez lui dire, mais avez-vous essayé d'exclure les citations parce que je sais que j'ai cité beaucoup, c'est très normal pour mon champ de recherche. Si vous excluez ces citations, vous allez trouver que le pourcentage se réduira. OK? Ça, c'est très normal. Hmm, tous les éditeurs ont l'opportunité. Ah, mais il y a beaucoup d'éditeurs qui ont l'opportunité d'utiliser Authenticate, Crossref, ProQuest, etc. Ainsi que la majorité de ces éditeurs connaissent cette option et ils peuvent l'utiliser tous les temps, OK? Mais vous pouvez toujours le suggérer. Et s'ils n'utilisent pas Authenticate, mais vous avez le rapport, vous pouvez lui envoyer le rapport et lui montrer que vous n'avez pas commis du plagiat, par exemple, OK? Euh, pour ce qui concerne l'exclusion des phrases, OK? Si vous voulez exclure ces phrases, vous devez, oui, toujours créer cette liste. Il n'y a pas d'autre option ici si vous voulez être sûr que euh, certaines parties certaines parties pour ce qui concerne les phrases ne sont pas utilisées pour la, la création du taux de similarité. Ça, c'est toujours nécessaire. La création de phrases doit commencer d'ici, doit commencer du dossier. Il n'y a pas l'opportunité de créer des phrases qui peuvent être exclues au-dedans d'un rapport de similarité. Ainsi que pour ce qui concerne notifier quelqu'un que vous avez bien sûr ces phrases incluses dans votre texte. euh, Ça dépend toujours de votre institution, de l'auditeur avec lequel vous travaillez, parce qu'il n'y a pas une règle universelle qu'on peut partager avec vous, parce qu'il y a des institutions, il y a des éditeurs qui utilisent toujours des règles différentes, ainsi que c'est toujours une bonne pratique de contacter votre éditeur, de contacter le directeur de recherche de votre institution, lui dire, alors, pour ce qui concerne ces phrases qu'on utilise tous les temps et qui sont écrites toujours de la même manière et que tout le monde utilise, OK, et qui, bien sûr, euh, seront utilisées
par Authenticate pour créer le taux de similarité, est-ce que je dois faire quelque chose de particulier? Est-ce que je dois vous dire, vous donner une liste pour ce qui concerne ces phrases? Est-ce que je dois faire quelque chose d'autre pour vous montrer que pas tout que vous voyez surligné dans mon texte est potentiellement du plagiat. D'accord? Ça, c'est très difficile de vous donner une réponse spécifique pour ça parce que Oui, bien sûr. oui, En tout cas, les utilisateurs sont des chercheurs spécialisés. Donc, il y aura obligatoirement des pratiques qui sont répandues entre les chercheurs et ils savent déjà qui sont les langages communs qui sont utilisés et propres à ce domaine. Donc, j'espère que les participants qui ont posé les questions sur les citations ont bien reçu la réponse et ont bien sauront quoi faire. Merci, merci beaucoup, Pamela. Merci. merci, merci à vous. Merci à vous pour m'avoir interrompu parce que c'est très important d'expliquer ces choses s'il y a beaucoup de personnes qui demandent ce type de questions. Alors, pour ce qui concerne euh, les dernières deux options, l'exclusion des sources, OK? OK, ce qu'on dit ici, c'est, OK, vous pouvez exclure des sources qui vous allez trouver sur le rapport de similarité dans la liste toutes les sources, OK? Dans la liste toutes les sources qu'on va voir dans un instant, OK? Dans quelques minutes, dans la liste de toutes les sources, on va trouver des sources potentiellement larges, OK, qui commence de 100% de similarité jusqu'à une pourcentage qui est très, très petite. Par exemple, pourcentage mineur de 1% pour ce qui concerne une source identifiée, OK? Alors, ce qu'on peut faire au niveau du rapport, pardon, au niveau du dossier, c'est d'exclure ces petites sources par pourcentage au nombre de mots. Mais il y a une petite différence entre les sources petites et les correspondances. Quand on parle de small matches, on parle de correspondance et quand on parle de small sources, on parle de sources. Alors, quelle est la différence entre les deux? Source, c'est par exemple un journal de recherche ou une page Internet et les correspondances sont par exemple des articles ou oui, de petites sources identifiées au-dedans de la source qui est la source principale. Si on prend par exemple comme exemple Wikipédia, qui peut être une source, si on a par exemple des paragraphes qui ont été pris par de Wikipédia et on a utilisé, par exemple, des articles différents sur Wikipédia d'où on a pris ces petites correspondances, OK? Les paragraphes, les phrases sont vos correspondances et Wikipédia, c'est la source principale, OK? Mettons que vous avez, par exemple, oublié de citer une phrase de Wikipédia, OK? Vous pouvez décider d'exclure Wikipédia en général, OK? Par pourcentage au nombre de mots, OK? Ou vous pouvez exclure les correspondances individuelles, OK? Par nombre de mots. Ça, c'est parce que on considère toujours que les sources seront plus larges des correspondances individuelles, OK? Pour des raisons très logiques, OK? Parce que si la source est Wikipédia et la correspondance est une phrase au-dedans de Wikipédia, bien sûr, la différence de largesse est très logique, OK? Euh, nous ne vous conseillons pas d'exclure les correspondances et les sources d'ici parce qu'on ne sait pas si, par exemple, ces sources que vous excluez d'ici sont importantes ou pas. Pourquoi? Parce que si on exclut, par exemple, une source comme Wikipédia qui apparaît pour 1% dans un article de recherche directement d'ici, on ne sait pas d'ici, parce qu'on n'a pas vu les rapports de similarité, si l'1%, par exemple, est significatif ou pas. La même chose pour le nombre de mots. OK? Si vous excluez, par exemple, 20 mots, 20 mots peut être
une phrase qui peut avoir une importance au-dedans du texte, par exemple, mais vous ne le savez pas d'ici parce que vous ne voyez pas le rapport. Il pourrait être que 20 mots d'exclusion marchent pour la majorité d'articles de recherche que vous allez recevoir pour, pour votre journal, par exemple, mais pour des autres, ça va être en erreur parce qu'il pourrait être que ces 20 mots qui seront répétés, par exemple, pour 2 pages, plusieurs fois. Ça veut dire que vous excluez quelque chose qui peut vous montrer qu'il y a de plagiat, par exemple, du plagiat, par exemple. Ainsi que on ne vous conseille pas d'exclure ces correspondances et ces sources, mais c'est à vous de décider, bien sûr. Si vous voulez les exclure, faites-le, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous pouvez aussi exclure ces options ici, l'introduction à votre article, par exemple, ou méthode et matériel aussi. Ok. Si vous avez une liste de ces types. D'accord? Et une fois que vous avez exclu encore une fois ces sections, vous allez les retrouver exclus pendant la comparaison. OK? Vous pouvez limiter aussi les comparaisons à certains repositoires de la base de données. La base de données est divisée par sections, OK, repositoires. Ces sections sont les 100 que vous trouvez ici. Les publications de Crossref, ça c'est un partenariat d'éditeurs qui nous offre des documents qui ont été déjà publiés et des documents qui sont en train d'être publiés. Alors, même si ces publications n'existent pas, par exemple, sur l'Internet ou sur d'autres sources, nous avons ces contenus parce que Crossref nous les a offerts pour améliorer vos résultats de similarité. Nous avons des sources Internet. Ces sources Internet, on les capture et on les indexe sur notre base de données, ainsi que, par exemple, si vous écrivez un article de recherche avec une source qui existait la semaine passée, mais cette semaine, cette source, si vous la cherchez sur l'Internet, elle n'existe plus parce que nous l'avons indexée sur la base de données Internet. Vous allez toujours la retrouver sur la liste des sources identifiées pendant la comparaison. OK? Parce qu'on retient une copie de toutes les sources qu'on a indexées même si elles cessent d'exister sur le web. ProQuest, aussi, toutes les sources qui incluent, par exemple, le test de doctorat, etc. Et publications qui ne font pas partie de Crossref ou de ProQuest, mais qui viennent d'autres éditeurs qui travaillent avec nous. OK? Une fois que vous avez choisi les paramètres qui sont, bien sûr, corrects pour vous, vous pouvez mettre à jour ces paramètres et ça va bien sûr à retenir ces choix pour tous les documents qui seront déposés au-dedans de ces dossiers. OK? Un fil traditionnel que vous avez ici tout en note, près de options du dossier, et entre options de dossier et exclusion de phrases, vous avez les filtres Internet, Report Filters. Si vous cliquez sur Report Filters, vous allez trouver ces boîtes ici. Vous pouvez mettre ici, par exemple, des liens pour des sites Internet que vous, par exemple, utilisez tous les temps. Par exemple, si vous allez écrire un rapport sur des données statistiques que vous trouvez dans votre site institutionnel, OK? Ou sur un autre site que vous avez utilisé pour écrire ce rapport et vous avez obtenu, par exemple, l'autorisation à utiliser ces données sans les citer. OK? Vous pouvez exclure ce site Internet directement d'ici. Euh, euh, Justement, une fois que vous avez ajouté le lien du site directement d'ici. Vous n'avez pas l'option dans les paramètres ici d'exclure, par exemple, ces filtres Internet, parce que là, l'exclusion partira directement une fois que vous avez ajouté la liste des sites Internet sur Report Filters. OK?
Ça, c'est différent de l'exclusion de phrases parce que ici, vous devez ajouter toutes les phrases, OK? Et après, les exclure de cette section ici, la troisième. D'accord? Ainsi que vous avez toutes vos options ici. Et une fois que vous avez, bien sûr, décidé ces paramètres, OK? Vous avez l'opportunité aussi de commencer à déposer, mais aussi de décider si vous voulez partager ce dossier avec vos collègues. Ici, vous avez l'option partager, sharing. Si vous cliquez là, vous avez la liste entière des collègues qui ont été ajoutés sur votre compte institutionnel. Et une fois que vous avez vu cette liste, euh, vous pouvez cliquer sur la boîte qui apparaît près du nom de votre collègue. Et une fois que vous mettez à jour cette fois, le système montrera à votre collègue ici à gauche, OK, votre nom. Et si votre collègue clique sur votre nom, il pourra voir les dossiers que vous avez partagés avec lui. D'accord? Euh, je vois que le système prend un peu de temps pour faire ça. Euh, Ce que je veux vous montrer euh, pendant on attend pour cette page d'apparaître, on peut vous montrer aussi qu'on a ici tout un autre près de folders ou dossier, vous avez l'opportunité de changer, de modifier des paramètres personnels. Par exemple, combien de pages vous voulez voir euh, à la fois dans un dossier, quand vous l'ouvrez, pardon, si vous ouvrez mes documents, par exemple, combien de documents vous voulez voir à la fois, OK? 10, 25, 50, etc., jusqu'à un maximum de 200, par exemple. Et après, est-ce que vous voulez voir l'option de voir le dossier une fois que vous avez déposé ou vous voulez voir l'option, par exemple, de déposer un autre document, etc. Il y a toutes ces options ici. L'option document aussi vous montre, par exemple, que le taux de similarité, le couleur du taux de similarité change une fois que vous rejoignez, par exemple, le 50%, mais vous pouvez changer ça. Par exemple, si vous décidez que non, vous voulez voir le taux de similarité qui change de couleur au 100%, vous pouvez faire ça. Ça ne veut pas dire que bien sûr, si vous mettez 100%, que ça, c'est le seuil de tolérance pour la pourcentage de similarité pour ce qui concerne votre institution ou en général pour les éditeurs. Ça, c'est quelque chose pour vous seulement. OK? Si vous voulez savoir si, par exemple, le journal scientifique où vous allez déposer un article a une seuil de tolérance pour ce qui concerne le taux de similarité de 100%, de 10%, etc., vous devez lui demander directement. Nous n'avons pas une règle universelle ou un taux universel qui est accepté partout. OK? Ainsi que si vous avez cette question et vous voulez savoir si l'article de recherche X a une seule de tolérance de 10% euh, ou une seule différente, pardon, vous devez contacter l'éditeur directement. Si on parle d'un étudiant de doctorat, par exemple, on doit contacter notre peut-être superviseur, notre examinateur, notre directeur de recherche, et ils auront euh, tous les détails dont vous avez besoin. D'accord? Mais n'utilisez pas cette pourcentage ici que vous décidez vous-même dans votre compte personnel comme seuil de tolérance général, OK? Parce qu'il y a des institutions différentes et éditeurs différents qui utilisent des seuils de tolérance qui sont vraiment différents, OK? Euh, Rapport de similarité ici, si vous voulez, par exemple, des notifications par email pour ce qui concerne par exemple, vous avez créé un journal scientifique ici, un dossier qui correspond à votre journal, et vous recevez chaque jour sur votre journal des positions par vos chercheurs avec des articles de recherche. Vous pouvez recevoir des notifications
chaque fois que vous recevez, par exemple, un document, vous pouvez décider la fréquence, par exemple, chaque heure, si vous voulez voir combien de documents ont été déposés chaque heure, euh, une fois par jour, une fois par semaine, etc. OK? Euh, Vous pouvez aussi modifier des détails du compte d'ici. OK? Ce sont vos données personnelles. Ici, à droite, vous pouvez trouver le nom de votre institution, nombre de comptes, nombre d'utilisateurs, ça c'est personnel à vous, et aussi la date d'expiration de votre compte. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que la date est prête à l'expiration parce que le compte a une durée de 3 ans et proche à la date d'expiration, le système sera renouvelé automatiquement. Vous n'avez pas besoin, vous ne devez pas faire rien ici. OK? Ne vous inquiétez pas, ça va continuer jusqu'à l'année prochaine. OK? Si vous voulez, si vous n'avez pas créé des phrases pour les exclure ou des filtres Internet, vous pouvez le faire d'ici aussi. Vous pouvez voir ici qu'il y a l'opportunité de créer des listes, des liens d'ici ou des phrases aussi. OK? Et oubliez API parce que ça, c'est quelque chose qui concerne la configuration d'une plateforme pour l'accès à Authenticate. Vous n'avez pas l'opportunité de faire ça, ainsi que vous pouvez l'ignorer complètement. OK? Et si vous n'êtes pas des administrateurs, vous n'allez pas voir gérer les utilisateurs et un système admin. D'accord? Ainsi que vous pouvez oublier ces deux mais vous pouvez utiliser comme vous voulez et modifier comme vous voulez les dossiers, les paramètres et les infos du compte. OK? Pour ce qui concerne vos comptes individuels. D'accord? OK. Maintenant, moi, je vais aller sur mon compte personnel. OK? Et je vais vous montrer un vrai rapport de similarité. OK? Parce que si je dépose quelque chose de votre compte institutionnel, le système va utiliser un crédit de votre licence et ça, c'est pas quelque chose que je veux faire. OK? Ainsi que si je peut-être change la langue, ok, on va changer sur la langue française peut-être. On va voir si ça marche. OK? Oui, ça va marcher. OK? Ainsi que ça, c'est mon compte. Je peux décider d'envoyer un document, OK, comme un fichier ordinaire, OK. Je peux choisir un de mes dossiers, OK. Par exemple, je sais pas, ABC, OK. Et si, oubliez ça, option de rapport de base de données, parce que ça, c'est pas quelque chose que vous avez dans votre compte. Et comme vous avez vu auparavant, il n'y avait pas une trace de ça, ainsi que ignorer ça. Ce que je veux faire, c'est de mettre un document ici. OK. Je vais sélectionner mon fichier. Ça va être très, très facile. OK. On va voir. On va le retrouver. Où était ça? Ouais. Euh, Laissez-moi voir si je le trouve avec un autre système. OK. Mm. OK. On va utiliser un de deux autres documents, pardon, parce que je ne trouve pas l'autre, ainsi que euh, on va utiliser celui-ci. OK. Ou peut-être. OK. On a sélectionné le fichier et maintenant on va le déposer. Je vais cliquer sur charger ou déposer. Et ce que le système va faire, c'est de me immédiatement de m'ouvrir mon dossier. Et ici, je peux voir le document que j'ai juste déposé et je peux voir aussi des infos pour ce qui concerne combien de parties on a inclus avec ces documents parce que, alors, je vais vous expliquer la limite, par exemple, pour ce qui concerne un document. OK? Si vous déposez un document qui contient 75 000 mots, par exemple, ça, c'est
autorisé, c'est normal. Une thèse de doctorat, très souvent, contient plus de 100 000 mots, par exemple. Mais ce que le système va faire, c'est pour chaque crédit, vous pouvez déposer un maximum de 25 000 mots. OK? Alors, ainsi que si mon document contient 100 000 mots, par exemple, le système va diviser les documents en quatre parties. OK? Euh, le rapport de similarité va être seulement un rapport de similarité pour les 100 000 mots, mais euh, parce que chaque crédit peut seulement contenir 25 mots, 25 000 mots, le document sera divisé par quatre parties, quatre crédits utilisés, d'accord? Ainsi que ne pensez pas que chaque document va utiliser le même nombre de crédits, parce que si vous avez une thèse de doctorat de 100 000 mots, quatre parties, quatre crédits. Si vous déposez, par exemple, un article de recherche de 8 000 mots, alors ça, c'est pas un problème, c'est une part d'un document, parce que c'est seulement 7 000 mots et un crédit. OK? Ainsi que si vous voyez que vous déposez une thèse de doctorat et le système utilise quatre crédits, ça, c'est la raison pour laquelle ça a passé, parce que chaque document, chaque crédit peut seulement contenir 25 000 mots. Et sinon, un deuxième crédit sera utilisé, etc. OK? Ici, vous avez un rapport de similarité avec la pourcentage. Zéro mot ici parce qu'on a utilisé un PDF et je crois que le système n'a pas eu l'opportunité de compter le nombre de mots. L'auteur, comme je l'ai mis, euh, la date de déposition, OK? Et des actions que je peux faire aussi. OK? Mais ce que je voudrais dire, vous répéter, c'est que si vous téléchargez un fichier zip avec 5 documents, par exemple, ces 5 documents apparaîtront ici avec 100 rapports différents. Les nombres de l'auteur apparaîtra 100 fois avec le nom et le prénom de la même personne. Mais si vous voulez changer ça avec le fichier zip, vous pouvez cliquer ici sur le stylo et ça va vous donner l'opportunité de changer le nom et prénom de l'auteur. OK? Ça, c'est la raison avec laquelle la manière avec laquelle vous pouvez changer les noms et prénoms des auteurs pour un fichier zip. D'accord? Ce que vous allez trouver, une fois maintenant, le système a réussi à compter le nombre de mots et ici, vous voyez le total. OK? Alors, ça vous dit aussi que vous avez 5 révisions restantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez, par exemple, déposé un article de recherche maintenant, mais vous avez euh, la nécessité de modifier cet article de recherche parce que, par exemple, il y a des phrases que vous avez oublié de mettre entre guillemets, par exemple, si vous avez oublié de mettre la bibliographie, vous avez des choses que vous voulez modifier, éditer, vous avez l'opportunité de faire 5 révisions sans que le système utilise, sans que le système utilise des crédits additionnels. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je peux utiliser la flèche bleue ici. Je clique sur la flèche bleue, le système me dit, OK, tu peux réviser ce document. OK. Sélection un fichier, la deuxième version du document, par exemple, et dépose là. OK? Une fois que vous cliquez sur charger ou déposer, le système va utiliser, bien sûr, je n'ai pas ajouté un document, bien sûr, ici, mais si vous l'ajoutez, OK, le système va ici vous donner un rapport de similarité différent et bien sûr, ici, vous allez voir 4 révisions restantes. OK? Euh, est-ce que, une question très importante, très tous les temps, euh, quand j'arrive à ces points. Version précédente de mon article avec la version que j'ai juste déposée. La réponse est non, le système ne peut pas comparer la version précédente à la version actuelle du document parce que Authenticate en général ne peut pas, ne peut pas
indexer vos documents de la base de données. Alors, n'importe combien de documents vous déposez sur la plateforme, n'importe combien de révisions vous faites sur chaque document que vous déposez, le système ne peut pas retenir euh, chacune de ces copies dans la base de données. Même si on parle de la dernière version de l'Authenticate, le système ne peut pas retenir ces copies pour des comparaisons futures. OK? Ainsi que l'indexation de vos documents sur la base de données n'est pas possible. Euh, et ça, ce n'est pas un choix que vous pouvez faire ou que vos administrateurs peuvent faire. OK? Simplement, l'indexation de vos documents dans la base de données, elle n'est pas possible. D'accord? Si vous décidez que ce document ne doit pas être retenu dans votre liste, dans votre dossier, vous pouvez l'éliminer et vous cliquez sur la corbeille, le système va à éliminer le document. OK? Et une fois que vous allez sur la corbeille, vous pouvez toujours restaurer le document sur la liste dans votre dossier ou vous pouvez l'éliminer définitivement. Alors, où est la corbeille ici? Ici. OK, on va cliquer sur la corbeille. Vous pouvez voir les documents qu'on a décidé de éliminer. Et si je clique ici, OK, je peux décider de restaurer encore une fois le document dans un dossier ou le supprimer. OK? Et si je le supprime, maintenant, le document ne pourra pas être récupéré. OK? Moi, je vais retourner sur la page OK, précédente. OK? Si vous décidez de faire une comparaison doc-to-doc, comparaison document, avec un document principal et 5 documents de votre choix, vous pouvez alors cliquer sur, bien sûr, comparaison document. Et ici, vous pouvez encore une fois sélectionner le dossier. OK, mettre le nom de l'auteur comme auparavant. Euh, document euh, original. OK, on va sélectionner le fichier principal. OK, comme ça. Et après, je veux mettre les 100 documents principaux, pardon, les 100 documents additionnels que je crois puissent être similaires à mon document, le document de mon étudiant. OK? Une fois que je fais ça, oh, mon chercheur. Une fois que je fais ça, je dépose et ça me montre euh, dans le dossier, OK, que cette comparaison a été complétée. Et ce qu'on va voir ici dans un instant, c'est le taux de similarité et toutes les autres informations qu'on a déjà vues. OK? Euh, le rapport de similarité, quand vous l'ouvrez, même n'importe quel système de déposition vous avez utilisé, la comparaison document ou la déposition d'un fichier, par exemple, ordinaire, là, le format sera toujours le même. D'accord? Alors, si par exemple, je choisis un de ces documents, mettons ce document au 100%, OK? Ou ces documents ici pour la comparaison document au 100%, OK? Je vais ouvrir un de ces documents. Vous allez voir le document que vous avez déposé à l'origine au centre de l'écran et les résultats de l'analyse ici à droite. OK? En note, ici, vous allez voir le nombre de mots et le nombre des sources et correspondances qui ont été identifiées. Et aussi le titre, document et le nom de l'auteur. OK? Ici à droite, vous allez voir toutes les sources, qui est la liste de toutes les sources qui ont été utilisées pendant la comparaison. Et ça, c'est la deuxième icône ici à droite. Sinon, vous pouvez voir l'aperçu de sources, que c'est seulement le sommaire des sources qui sont considérées les sources principales. Alors, dans ce cas, on n'a pas trop de sources dans la liste de toutes les sources parce qu'on parle d'une
comparaison entre un document principal et 5 documents euh, que je choisis moi-même. Ça, c'est la comparaison de doc to doc. OK? Et comme vous pouvez voir ici dans l'aperçu global des sources, mais aussi dans toutes les sources, il y a un document qui est similaire au 100% au document que j'ai juste déposé. Et ça peut être que c'est la preuve que cet article existe déjà sur l'Internet, dans un autre journal, etc. OK? Mais moi, je dois regarder au-dedans du texte et voir si tout le texte a été, par exemple, surligné. Et si je veux voir les deux documents face à face, OK, je peux cliquer encore une fois sur euh, le couleur rouge. Et si je clique sur afficher l'intégralité des sources, le système va me montrer les deux sources face à face, OK, à côté, l'une de l'autre. Et je peux alors comparer l'entier texte que mon chercheur ou que j'ai déposé moi-même et la source qui a été trouvée, pardon, qui a été utilisée pour la comparaison. OK? OK, dans ce cas, vous pouvez décider, OK, oui, et il y a de l'évidence que, par exemple, ce document a été déjà publié. Moi, je ne vais pas accepter le deuxième que j'ai reçu parce que, bien sûr, le document n'est pas original. OK? Si vous voulez exclure des sources d'ici, si vous allez sur toutes les sources tout à bas, vous voyez l'option sélectionner des sources exclure. Je vais exclure les sources qui, par exemple, n'ont pas de similarité avec mon document. Et si je les exclus, euh, bien sûr, elles ne seront pas utilisées pour la comparaison, mais dans ces cas-là, 0% n'est pas trop un problème. Mais normalement, quand j'exclus des sources, ici, tout à bas, vous trouvez la troisième option, que c'est l'option des exclusions, ici. Et les documents que j'ai juste exclus maintenant ont été ajoutés ici. OK, je peux les restaurer euh, individuellement ou je peux les restaurer ensemble. Si je fais ça, elles disparaîtront d'ici et elles retournent dans la liste ici. Moi, je ne sais pas parce qu'il y a justement peut-être un peu euh, un problème parce que le système ici aurait normalement exclu, bien sûr, les sources de la liste ici, mais dans ces cas, je les ai restaurées et justement, elles restent ici dans la liste. OK? Si vous allez dans la deuxième option que vous avez ici, tout à bas, OK? Vous pouvez voir tous les filtres paramètres qu'on a vus dans les dossiers. OK? On peut exclure les citations. Et ici, vous pouvez exclure tout ce que vous avez inclus entre guillemets. Euh, Après, vous pouvez exclure la bibliographie, par exemple, source inférieure à un certain nombre de mots et pourcentage, et les correspondances aussi par mot. OK? Et les sections, par exemple, de l'introduction, les matériels, les méthodes, on peut les exclure d'ici. Et si j'applique ces exclusions, OK? Si les exclusions sont significatives, comme vous voyez ici, on a exclu quelque chose de significatif parce que la pourcentage s'est réduite de 17%. OK? Et ça, c'est l'importance des exclusions. OK? Parce que, comme je vous ai dit, le système ne trouve pas du plagiat, le système trouve des similarités entre votre texte et la base des données. Mais si vous savez que vous avez cité correctement, etc., vous pouvez voir maintenant que les phrases qui étaient entre guillemets maintenant, elles sont en blanc, pas surlignées avec le couleur rouge. Et celles-ci sont les phrases qu'on a, euh, utilisées pour réduire la pourcentage de similarité. Vous voyez qu'on a exclu la bibliographie aussi, et pour cette raison-là, la bibliographie maintenant n'a pas été surlignée. OK? Est-ce qu'il y a une question? Oui, Non? je viens de voir une question Oui. sur quelqu'un qui se demande sur le taux de similarité. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous pouvez l'expliquer tant Mhm. que vous êtes ici? Oui. Merci. Oui. Alors, peut-être il serait mieux si j'ouvre un document qui a un peu plus des correspondances. OK? J'ouvre un document qui a plusieurs correspondances parce que c'est plus facile d'expliquer ça. Alors,
Quand vous recevez un pourcentage de similarité, un taux de similarité dans votre dossier, par exemple dans ce cas 86%, ça veut dire que 86% de votre document est similaire à une ou plusieurs sources qui existent au-dedans de la base de données. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire du plagiat? Non, pas directement. Alors, il y a parfois des cas où vous trouvez que le 100% ou les 86% du taux de similarité vous, vous montre qu'il y a du plagiat parce qu'une fois que vous regardez sur le document, vous pouvez trouver, par exemple, que bien sûr, il y a des phrases entières qui n'ont pas été euh, citées ou correctement, par exemple. Euh, et dans ces cas, euh, euh, si vous trouvez que ce chercheur a beaucoup d'expérience et même s'il a de l'expérience, il a décidé de ne pas inclure ces phrases, par exemple, entre guillemets, il pourrait être qu'il y a un cas de plagiat à votre côté, OK? Mais il pourrait être aussi que, par exemple, le 86% vient de raisons légitimes. Par exemple, si moi je suis un étudiant de doctorat, je publie ma thèse sur ProQuest ou sur un site d'accès aux thèses libres sur l'Internet, OK? Et après mon doctorat, j'ai décidé de, par exemple, publier ma thèse comme livre ou comme une sélection d'articles de recherche, OK? Si, par exemple, nous avons indexé la liste des thèses à accès libre sur un site Internet ou si nous avons, par exemple, accès à votre thèse de la liste des ProQuest, par exemple, il pourrait être que cet article de recherche ressemble beaucoup à la thèse originale, mais ça, c'est normal, c'est légitime, non? Ainsi que le pourcentage de similarité pourrait être très large pour cette raison-là, mais exactement pour cette raison, nous voulons sélectionner, OK, notre thèse de doctorat, mettons, OK, ces deux thèses ici, OK, ces deux sources ici sont ma thèse de doctorat qui existe dans ProQuest et dans ce site Internet à accès libre. OK, moi, si j'exclus ça, ça me montre un pourcentage de similarité qui est beaucoup plus réaliste et plus petite aussi. Et c'est très normal, bien sûr, parfois d'avoir des pourcentages de similarité larges. Encore une fois, si par exemple le taux de similarité initialement était de euh, mettons 63%, et ça vous ressemble très large. Mais si vous commencez à regarder, par exemple, vos filtres et paramètres, vous retrouvez que vous n'avez pas exclu les citations, vous n'avez pas exclu la bibliographie. Et une fois que vous le faites, bien sûr, ce pourcentage va se réduire euh, euh, peut-être de 20%, de 100%, etc. Ainsi que ne prenez pas le taux de similarité comme évidence du plagiat. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un pourcentage peut être large. Comme je vous ai dit, l'utilisation d'une thèse de doctorat pour créer un article de recherche ou une liste d'articles de recherche. Le fait que vos citations n'ont pas été exclues, le fait que, par exemple, vous avez utilisé, par exemple, un site Internet institutionnel, par exemple, euh, euh, pour, euh, pour utiliser des données statistiques, OK, qui existent seulement dans cet site Internet. Vous n'avez pas exclu ce site Internet de la liste des URL ou des liens. Et pour cette raison-là, cette source Internet apparaît ici et le pourcentage est très large. Mais ça ne veut pas dire du plagiat parce que c'est facilement explicable. OK? Ainsi que rappeler tous ces différents moyens de éditer légitimement vos résultats.
Et si vous avez quelqu'un qui vous dit, ah non, non, le pourcentage est trop large, vous pouvez lui montrer ces documents en version PDF aussi, si vous voulez. Ici, tout à bas, vous avez l'option d'imprimer, mais pas seulement d'imprimer. Une fois que vous cliquez, le système va vous offrir une version PDF de ces documents. Si vous avez appliqué toutes les filtres et tous les filtres et tous les paramètres et les exclusions qui réduit le pourcentage de similarité à un nombre, à un chiffre qui est acceptable, qui peut-être respecte le seuil de tolérance que, par exemple, votre journal accepte. Le PDF sera suffisant pour justifier, bien sûr, la pourcentage. OK? Euh, Ainsi que ne vous inquiétez pas si vous voyez un pourcentage large du début parce que vous pouvez modifier les résultats légitimement, de manière légitime, en excluant les filtres paramètres, en excluant, par exemple, les liens euh, de certains sites Internet, etc. Et vous pouvez toujours justifier ces exclusions. euh, comme légitime une fois que vous expliquez avec le PDF ce qui s'est passé. D'accord? Euh, Si vous voulez un format de ce rapport un peu plus accessible, OK, un format texte, tout à bas ici, vous pouvez cliquer sur rapport au format texte, pardon, et le système va vous ouvrir une version différente du rapport. Vous pouvez choisir trois modalités, OK, de visualisation: rapport de similarité, suivi de contenu et rapport récapitulatif. Rapport de similarité va montrer le texte au centre de l'écran, ici, et les sources ici à droite. Et chaque source qui a été identifiée au-dedans de votre document sera inclus dans une boîte, OK, comme vous voyez ici. Et cette boîte contient le texte qui est similaire à la source droite et sera coloré aussi avec les couleurs qui a été donnée à cette source. Par exemple, numéro 3 en bleu, numéro 2 en vert, si je recherche la numéro vert, pardon, la numéro 2 en vert, par exemple. Je peux voir les parties qui n'ont pas été identifiées comme similaires à quelque chose d'autre qui était dans le rapport de similarité en gris. OK? Si je change avec suivi de contenu, par exemple, je trouve que on a toujours le document que notre auteur, même si elle vous-même a déposé ici au centre de l'écran, mais on n'a pas des couleurs ou des phrases dans des boîtes jusqu'au moment que vous choisissez une de ces sources ici à droite. Par exemple, si je choisis celui-ci. OK? Dans ce moment-là, le système va rechercher cette source au-dedans du document et va euh, me montrer les phrases qui appartiennent à cette source. OK? Et il peut être que, par exemple, j'ai besoin de citer dans une manière meilleure. Je dois, par exemple, utiliser peut-être une autre source. Ce que vous voulez, vous pouvez utiliser ce type de visualisation comme vous voulez, d'accord? Et les résultats comme vous voulez. Et si vous utilisez le rapport récapitulatif, va vous montrer le texte au centre de l'écran, déjà divisé par source et par couleur, bien sûr, le couleur qui appartient à chacune source. OK? Et comme vous voyez en note, on commence avec le titre du document, nom et prénom, date de déposition, nombre de mots, etc., nombre de correspondances et sources, et toutes les exclusions que vous avez appliquées, vous allez les voir ici. Ne pas exclure d'expression, exclure les citations, etc. Possibilité d'imprimer ou de recevoir une copie PDF
de ce rapport. Vous avez la pourcentage de similarité aussi. Et vous pouvez retourner à la version précédente du rapport en cliquant sur visualiseur de document. OK? Et ça va vous montrer encore une fois le rapport que vous connaissez. Si vous voulez voir comme ce document apparaît comme version PDF, OK, une fois que vous recevez la copie en PDF, vous pouvez cliquer sur euh, l'option ici du dossier. Au moins dans mon ordinateur, je vais cliquer ici. Et le système va m'ouvrir le PDF. Et vous pouvez voir ici, encore une fois, titre, nombre de l'auteur, nombre de mots, okay, date de déposition. Vous pouvez voir aussi numéro de la copie. Si vous avez des questions techniques, pour ce qui concerne nos fonctionnalités, l'identification de certaines sources et pas d'autres, etc. Vous pouvez prendre ce nombre de copies et l'envoyer à notre équipe de support technique et ils pourront alors euh, analyser le document directement et répondre à vos questions. Mais ici, encore une fois, les documents, bien sûr, surlignés et toutes les exclusions activées, comme vous pouvez voir. Et si je retourne à la fin, je peux voir le taux de similarité global, la source principale, OK, et toutes les exclusions que j'ai appliquées, OK? Ainsi que vous pouvez, comme j'ai dit, partager ça. Si vous n'avez pas, par exemple, votre examinateur, votre collègue dans la liste institutionnelle, vous ne pouvez pas partager ça avec eux directement. Vous pouvez le faire avec la version PDF. Mais si vous retournez sur votre dossier, si vous avez l'opportunité de partager, parce que ça, c'est la section qui n'apparaît pas dans la visualisation précédente, vous pouvez voir la liste de vos collègues. Vous pouvez décider de partager avec eux. OK? Et une fois que vous avez choisi vos collègues, vous mettez à jour le partage et votre collègue verra votre nom ici, à la fin de la liste de vos dossiers à gauche. Et si vous cliquez sur l'icône plus, ok, vous pouvez voir les dossiers votre collègue verra, pardon, les dossiers que vous avez partagés avec lui ou avec elle. Si vous cliquez sur le titre du dossier, vous allez voir les documents qui ont été téléchargés au-dedans de ce dossier. D'accord? Vous pouvez toujours décider de arrêter le partage avec vos collègues. OK? Euh, si vous décidez de, par exemple, exclure ce collègue, vous pouvez mettre à jour et votre collègue perdra l'option de lire, consulter vos rapports de similarité. D'accord? Euh, pour ce qui concerne l'utilisation du système, ça c'est tout ce que vous devez faire, vous devez savoir. Oubliez et renvoyer parce que c'est pas une option que vous allez voir. Euh, Maintenant, on va regarder à vos questions, OK? Vous allez recevoir bien sûr ce enregistrement. L'enregistrement sera publié sur le site, je crois, de l'EMIST et accessible là, mais pas bien sûr aujourd'hui. Attendez quelques jours pour l'avoir. Mais je vais regarder vos questions maintenant. Euh, OK. Première question que je vois, est-ce que ce système peut détecter les textes qui ont été créés par l'intelligence artificielle? Alors, la nouvelle version d'Authenticate peut faire ça, oui. La version que vous voyez maintenant, c'est la version, comme on dit, classique d'Authenticate. Et dans cette version classique, il n'est pas possible de détecter si un texte a été produit par l'intelligence artificielle, mais la nouvelle version, oui, peut faire ça, ainsi qu'une fois que le compte, si on décide euh, euh, de changer de la version classique à la version nouvelle, le système sera capable de faire ça. OK? Mais on doit changer de cette version classique à la version
la version nouvelle, la nouvelle version, pardon. Est-ce que les phrases reformulées peuvent être également détectées comme plagiat? OK. Euh, Partiellement, oui. On peut détecter, par exemple, si on a reformulé, par exemple, si on a utilisé des synonymes, pardon. Si on a utilisé des synonymes, oui. Si on parle de système de reformulation comme spinning system, comme par exemple Quillbot, la version classique que vous voyez ici n'est pas capable de retrouver ce type de manipulation. OK? Est-ce qu'il y a un deadline? Imagine, est-ce qu'il y a une date limite? Est-ce que ça, j'imagine que c'est ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il y a une date limite pour l'utilisation de compte Authenticate, c'est-à-dire un dépassement? Oui, une date limite. Alors, ça dépend de vos administrateurs. Si vos administrateurs décident que vous avez le droit d'accéder jusqu'à la fin de la licence, vous allez bien sûr avoir l'opportunité d'utiliser le système euh, jusqu'à la fin de la licence, mais de la licence institutionnelle. Si, par exemple, vous avez été ajouté à la plateforme seulement pour un semestre, alors après de ce semestre, votre compte, et vous n'aurez pas l'opportunité de le réutiliser. Alors, ça dépend seulement d'une décision interne. Nous ne bloquons pas vos comptes, mais nous n'avons pas une date limite pour vos comptes individuels, mais ça dépend de l'institution, d'accord? Ainsi que il serait mieux de contacter votre institution ou l'IMIST pour savoir un plus, OK? Pour en savoir un plus. Oui, Est-ce pour que... compléter, s'il vous plaît, Oui, Pamela, pour compléter la réponse, oui, tout à fait. C'est une question qui est traitée en concertation avec les MIST et les universités. Donc, ils nous envoient un nettoyage doit être fait de la base. Donc, ils nous envoient la liste des doctorants ou bien des chercheurs qui ne relèvent plus de l'institution. On va les supprimer. Donc, nous avons la main de le faire. La même chose pour la question était, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un regard sur l'utilisation? Oui, nous pouvons savoir l'utilisation, comment elle est faite, et à base de des rapports qu'on tire du système, on peut voir les utilisations anormales, comme j'ai dit au début, et on a concerté avec on est en cours de concertation avec l'université pour suspendre et bloquer toute utilisation qui sort de l'ordinaire et qui dépasse les limites d'une utilisation rationnelle. Donc, merci. C'est ça. merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette précisation. Alors, prochaine question. Est-ce que je peux comparer mon document avec le document d'une base de données existante? Well, oui, oui. Comme je vous expliquais, la base de données avec laquelle vos documents seront comparés, c'est une liste des publications des éditeurs Crossref, une liste des publications ou thèses de doctorat de ProQuest, liste des publications qui vient de partenariat avec d'autres éditeurs qui ne font pas partie de Crossref et aussi des pages Internet nous indexons chaque jour sur notre base de données. Ainsi que oui, là, on parle de millions de sources, millions et millions de sources. Euh, Ainsi que oui, vous pouvez faire ça et la comparaison contient documents en anglais, en arabe, en français, en espagnol, en italien, etc. OK? Comment tester le pourcentage d'un texte d'une communication? Est-ce que par partie ou par chapitre ou par titre? Ah bah, ça dépend de vous. Ça dépend complètement de vous. OK? Mais moi, je ne vous conseille pas peut-être de diviser un document par partie, de déposer des parties séparées, parce que ça va utiliser plusieurs crédits de votre licence institutionnelle et rappeler que les crédits ne sont pas les crédits que vous voyez au-dedans de la boîte envoyée un document ne sont pas des crédits individuels, ce sont des crédits institutionnels. Ainsi que si vous décidez de diviser un document
en parties, et vous déposez 6 parties, ça va utiliser 6 crédits. Est-ce que ça est correct pour ce qui concerne les possibilités que autres collègues auront pour comparer leurs documents si vous utilisez tous ces crédits pour un document qui a été divisé en 6 parties. Ainsi que moi, je vous conseille de déposer un document complet et après de voir avec les exclusions des sources, des correspondances, des citations, etc., c'est que vous pouvez faire une raison additionnelle pour faire ça, pour déposer un document seulement, c'est que quand vous envoyez un document à votre éditeur, à votre examinateur, etc., ils vérifieront votre document comme un document complet, pas un document divisé par partie, ainsi qu'il serait mieux de déposer un document complet. Mais je ne peux pas décider pour vous, c'est à vous de faire la choix, OK? Comment nous pouvons changer les paramètres exclure bibliographique citation d'un document que nous avons déjà analysé et calculé le taux de similarité pour la deuxième fois? Alors, si vous avez, par exemple, déposé un document aujourd'hui, OK, et vous avez oublié de exclure les citations et la bibliographie, ouvrez le rapport et modifiez les paramètres du rapport, OK? Ce que je veux dire avec ça, c'est d'ouvrir un document, OK? Mettons que vous n'avez pas exclu rien euh, de votre dossier, mais vous avez trouvé maintenant que le pourcentage est très large, OK? Mais vous avez toujours tout à bas dans le rapport de similarité l'option des filtres paramètres. Et ici, vous pouvez immédiatement exclure la citation, la bibliographie, etc. Et les choix, OK, ces modifications, et le système va à recalculer le pourcentage automatiquement sans utiliser un autre crédit, OK? Ça, c'est la manière plus facile. Sinon, vous pouvez utiliser les révisions ici, cliquez sur la flèche en bleu, OK? Et la flèche en bleu va vous donner l'opportunité de euh, déposer de nouveau le même document qui a été modifié un petit peu. Et bien sûr, vous allez recevoir un autre rapport et une autre pourcentage de similarité, OK? Ainsi que vous avez deux moyens. Vous avez l'opportunité de changer les filtres et paramètres dans le rapport ou vous avez l'opportunité de déposer une révision de votre document, jusqu'à 100 révisions au maximum. Pour déterminer la similitude, on compare bien deux mots consécutifs. Consécutifs, mais aussi si par exemple, mettons, on a une phrase où vous avez par exemple 20 mots et il y a un, deux, trois mots qui ont été changés avec des synonymes, le système, même si c'est pas une succession pardon, complètement spéculaire à ce que une publication contient, le système va toujours la trouver. OK? Et ça, c'est la raison pour laquelle parfois dans les correspondances que vous trouvez surlignées sur un texte, vous trouvez, je ne sais pas, 5 mots qui sont surlignés, 2 mots qui ne sont pas surlignés, 5 mots qui sont surlignés, un mot qui n'est pas surligné, parce que si on utilise des synonymes, par exemple, euh, on peut trouver cette correspondance. Il semblerait qu'il s'agit d'un programme basé de sources Internet. Non, pas du tout. Euh, on parle de publications qui peut exister sur des journaux accessibles par l'Internet, mais aussi des journaux qui ont été publiés dans des versions traditionnelles en papier, mais qui ont été digitalisés par l'éditeur et que nous avons reçus par les éditeurs sur nos listes, ainsi que les documents, les articles que nous recevons euh, des éditeurs, de Crossref ou des autres euh, éditeurs ne sont pas seulement des éditions Internet des journaux, sont des éditions qui peut-être ont été digitalisées seulement internement par les éditeurs et qui
ils nous ont envoyés pour les utiliser dans les comparaisons. Ainsi qu'on parle de journaux, mais on parle aussi de livres, de manuels, tout ce que les éditeurs ont décidé de partager avec nous. Euh, et bien sûr, des thèses de doctorat aussi, avec ProQuest, si, ou si les éditeurs ont accès, par exemple, euh, tout type de documents qui ont été imprimés ou publiés par l'Internet. Oui. Est-ce que les images sont aussi détectables? OK. Le texte qui est inclus dans une image ne peut pas être détecté. Non. Il ne peut pas, il ne peut pas être utilisé pour calculer le pourcentage de similarité. Non. Ainsi que dans ce moment-là, on ne peut pas dire, oh, cette image existe déjà sur article ABC. Non, ça, c'est pas impossible. Ça, c'est pas possible, pardon. Euh, impossible d'accéder à cette page. OK. Pardon, Pamela, donc, C'est interne. ça concerne l'accès à un de nos services. Il y a les serveurs sont en phase de maintenance. C'est pour cela que vous ne pouvez pas accéder. Donc, ça va être résolu. Nous avons déjà annoncé ça sur les pages Facebook, que plusieurs serveurs plusieurs services du CNRST seront suspendus à cause d'une maintenance. Donc, merci pour votre patience. Ça va être résolu incessamment. Merci. Merci pour ça. Et alors, est-ce que la détection comprend les vidéos? Alors, sur Authenticate, on ne peut pas, il n'est pas possible de obtenir un taux de similarité pour les vidéos. Non. Euh, et le système ne vous donne pas l'opportunité de mettre des commentaires sur les textes, ainsi qu'il n'est pas possible d'obtenir un rapport de similarité qui vous donne euh, aucune possibilité de vérifier le taux de plagiat, l'originalité d'une vidéo. Non. Est-ce que les tableaux sont également détectés plagiat? OK. Si vous avez créé un tableau, OK, sur votre document doc et vous l'avez rempli avec du texte directement de votre document Word sans, par exemple, prendre ce tableau comme image et le coller sur le document, alors oui, le système sera capable de détecter un taux de similarité sur le texte qui a été inclus dans un tableau. Si le tableau est une image, alors vous l'avez pris dans notre document, l'avez copié et collé directement sur votre document, alors non, parce que bien sûr, le tableau sera une image et les images ne peuvent pas être détectées. OK? Il y a quelqu'un qui me dit que j'ai raté la réponse sur les phrases reformulées. OK. Si on parle de phrases reformulées, par exemple, euh, comme par exemple complètement avec 100% de mots différents, alors non, il n'est pas possible sur cette plateforme ici de découvrir si, par exemple, la source originale est similaire ou a été détectée pour ce qui concerne la section paraphrasée. OK? Si on parle d'une phrase, d'une section qui contient seulement euh, par exemple, quelques mots qui a été changé. Si vous avez utilisé des synonymes, mais le reste de la phrase vient de l'original, alors oui, il sera possible de détecter ça. Alors, par exemple, comme j'ai dit auparavant, 5 mots qui sont pris d'une source en particulier, 2 mots qui sont des synonymes, 5 mots qui sont, par exemple, de cette source, 3 mots qui sont, qui sont des synonymes, 10 mots, encore une fois, qui sont de la source, pardon, de la source qui est contenue de la base de données, alors oui. Mais si on parle d'une paraphrase euh, totale, complète, alors non. Pas avec Authenticate. OK? D'accord. Merci beaucoup, Pamela. On a fait le tour. On a répondu aux plus de 80 questions posées aux questions-réponses. Merci beaucoup. Merci à Nora qui a répondu à beaucoup de questions sur le chat. Donc, si les questions commencent à se répéter sur le chat, donc vous pouvez consulter plus tard l'enregistrement qui sera mis à votre disposition sur notre chaîne une fois reçu de Pamela. Donc, c'était une session longue, très riche. Pamela, je vous remercie infiniment. Vous avez fait le tour sur toutes les questions et c'était très intéressant.
Vous avez mis le point sur plusieurs questions intéressantes, des questions qui se répètent. Je vous en remercie et j'invite encore une fois les utilisateurs à une meilleure utilisation, à une utilisation rationnelle, à l'utilisation de l'option de vérification que Pamela a montré tout à l'heure. Donc, je vous remercie. Je remercie Nora, Pamela bien sûr, et je vous donne rendez-vous le 28 février, le 27 février pour une autre session de formation pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à celle-là ou bien pour ceux qui veulent assister une deuxième fois et entendre les mêmes explications et peut-être de nouvelles explications la prochaine session. Je vous laisse la parole pour clôturer cette session, Pamela. Non, non, oui, oui. Moi, je vous remercie tous pour avoir participé et merci, comme toujours, à Madame Slimani et à Madame Nasser parce que chaque fois, vous êtes vraiment un gros aide pour moi parce que vous allez vous regarder à toutes les questions, vous excluez des questions, vous répondez à des autres ainsi que c'est toujours euh, vraiment important pour moi de vous avoir ici. Et merci à tous les participants. Vous allez, comme je vous ai dit, l'enregistrement sera disponible. Et si vous avez besoin de ressources supplémentaires, moi, je vais les envoyer à l'IMIST et après, bien sûr, elles peuvent être aussi publiées avec l'enregistrement de la même page. Je Bien sais sûr. déjà que vous avez des guides, des ressources aussi dans la page de l'IMIST, ainsi que je vous conseille toujours à vous participants. De rejoindre toujours le site de l'IMIS parce qu'il y a beaucoup d'infos et beaucoup de détails là pour vous soutenir. Et j'ai vu une question sur l'accès, encore une fois, à Authenticate. Euh, vous devez être dans la liste institutionnelle qui a été bien sûr autorisée par votre institution. Et si vous êtes dans votre liste, la liste vous enverra un courriel de bienvenue d'Authenticate. D'accord? Ne créez pas un compte du site authenticate.com. Et avec ça, moi, je vous dis encore une fois merci et à la prochaine fois. Et merci beaucoup à tous et bonne journée. À vous aussi. À la Au prochaine. revoir. Au Au revoir à revoir. tous.